Pour moi, c'est un vrai mystère de mettre des mots sur la danse. C'est quelque chose de tellement abstrait, qui se passe tellement des mots. C'est vraiment parce que l'audiodescription existe que peut-être autrement, j'aurais pensé que c'était pas ouvert pour moi, ça, c'était pour les autres, quoi. Pour ceux qui voyaient bien. Polyphonie chorégraphique. Rendre visible l'invisible. Un documentaire de Christiane Dampne. Alors moi j'ai vu jusqu'à l'âge de 36 ans, j'ai vu assez bien, puisque j'ai eu une scolarisation normale. Bon, j'avais déjà des problèmes visuels parce que j'ai une maladie génétique, mais j'avais des verres correcteurs, je voyais suffisamment. Et puis presque du jour au lendemain, j'ai perdu la vue totalement. Et vraiment, ça a été très très rapide, en quelques heures. Je n'ai plus aucune perception visuelle. Pas de perception lumineuse, pas de taches de couleur, pas d'ombre, rien du tout. Je suis incapable de vous dire si je vois blanc ou noir, je ne vois rien. Je suis né à 6 mois et 3 semaines, en 1955. Donc j'étais mis en couveuse et à l'époque, c'était pas aussi perfectionné qu'aujourd'hui et donc ça m'a abîmé la rétine. Et j'ai entre un 20e et un 10e d'acuité visuelle. J'y vois, par exemple dehors, je peux me marcher sans canne, quoi. Et donc ça n'a pas été évident à accepter, mais j'avais la volonté de continuer à vivre une vie normale. Bon, j'étais mariée, donc pour mon mari, j'ai une fille qui avait 3 ans et demi à l'époque. Elle avait besoin de moi, besoin d'une maman normale qui soit autonome. Et donc j'ai passé 6 mois dans un centre de rééducation pour non-voyants récents et j'ai tout appris en accéléré. La locomotion avec la canne, les activités de la vie journalière, le braille, l'informatique, la dactylo. Et voilà, j'ai tout fait pour gagner en autonomie le plus rapidement possible. Je suis malvoyante et en même temps, je rentre dans la catégorie des aveugles, dans la mesure où, comme ils disent, voilà, je suis malvoyante profonde. Techniquement, je suis entre les deux. Mais pour moi, je me sens vraiment comme aussi faisant partie des voyants et des malvoyants parce que j'ai une très bonne perception des couleurs. En fait, par le contraste des couleurs, je vois beaucoup de choses. Et je ressens beaucoup de choses aussi de l'espace, même si c'est incomplet. Et souvent, j'aime me présenter comme mon monde est plein de couleurs. Voilà. Je vois absolument rien à droite. Et à gauche, c'est juste très flou. Je suis une aveugle tardive, c'est-à-dire que j'ai vu de manière pratiquement normale, je dirais, jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai pu faire mes études de manière tout à fait classique, mes études universitaires. Je suis née très malvoyante. J'avais à peu près un 20e d'acuité visuelle. Les voyants ont 10 dixièmes, normalement. Hein. Donc un dixième, c'est seulement 10%, quoi, en gros, de vision. Et puis un 20e, c'est la moitié. Donc ça veut dire 5% de vision, quoi. Voilà, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup. Quand on n'a plus rien, on se dit, mais si, quand même, c'était bien. Voilà. Et en fait, à partir de 30 ans, ma vue a commencé à baisser. Et à partir de 40 ans, je ne voyais plus du tout, ni le jour ni la nuit. J'avais des perceptions lumineuses, donc c'est-à-dire une tache de lumière dans une pièce, un plafond éclairé, le soleil. Mais j'ai eu à peu près cette petite vision jusqu'à l'âge de 30 ans, quand même. Donc j'ai des souvenirs très précis. Des souvenirs très précis de ce que sont le jour, la nuit, de ce que sont les couleurs. Moi, j'ai vraiment beaucoup besoin qu'on me parle de couleurs. Parce que ça y est, dès qu'on me dit c'est telle couleur, hop, j'ai l'impression de la voir. Je la vois pas, hein, ça c'est sûr. Voilà, dans ma tête, elle est là, quoi. Et maintenant, je n'ai plus rien, donc je ne vois plus rien. Aujourd'hui, à mon grand âge de 58 ans, je ne vois plus rien du tout. Pour autant, je ne vois pas nécessairement en noir.
tout dépend, je pense, de mon état de fatigue ou peut-être de sources lumineuses qui, malgré tout, perceraient un espace. Peut-être que quand il fait nuit, je suis plus dans le noir, mais quand il fait jour, je suis plus dans le blanc. Voilà. Donc du coup, je suis pas du tout dans le noir, mais je suis dans un imaginaire en fait. C'est-à-dire que là, je sais où sont les fenêtres. J'imagine voir le jour arriver par les fenêtres. Et donc, en fait, je ne me fais des représentations des personnes qu'à travers ce qu'elles me disent, elles, de ce à quoi elles ressemblent. Voilà. Après, je vais pouvoir m'imaginer la taille, la corpulence quand même d'une personne, mais difficilement me dire, tiens, elle doit avoir un visage ovale ou une chevelure très ébouriffée. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible de comprendre. C'est aussi impossible pour un voyant d'imaginer comment c'est quand on voit rien, que d'imaginer pour quelqu'un qui n'a jamais vu ce que c'est que le blanc ou que le noir. Hein. C'est pareil, on ne peut pas s'imaginer. Il n'y a pas ni de noir, ni de gris, ni de quoi que ce soit. Si c'est rien, ben c'est comme si vous n'aviez pas Dieu, quoi. Donc si vous n'avez pas Dieu, Dieu, vous ne voyez rien. Je suis Elsa Gillet et je suis masseuse kinésithérapeute. Alors, je m'appelle Elisabeth Girard. J'ai bientôt 62 ans. Dominique Biraud, B-I-2-R-A-U-X. J'ai été kinésithérapeute. J'ai travaillé pendant 42 ans à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. J'ai travaillé à l'hôpital, en gériatrie et à l'hôpital Cochin. Et c'est là qu'un chef m'a fait confiance en réanimation, quoi. Mon prénom Fatim Bali et je suis kinésithérapeute et sophrologue. Je m'appelle Marie-Pierre Warneau. Je travaille comme chargée de prospective à la médiation à la Cité de l'Architecture à la direction des publics. Donc je suis Reynalde Nicolin. J'étais formatrice dans un centre de formation pour personnes handicapées visuelles. Je m'appelle Julie Campan, je suis audiodescriptrice en danse. Je travaille pour l'association Accès Culture. J'écris des descriptions en danse, je les enregistre et je les diffuse pendant les spectacles pour les personnes malvoyantes et aveugles. Et notamment, j'ai participé à l'audiodescription du spectacle Maï de Dorothée Muñaneza. Pour moi, l'audiodescription, ça va être déjà un cadeau quelque part. C'est une écriture originale qui permet de décrire les mouvements. Ça va être une sorte aussi de voyage dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre. C'est vraiment des moyens de savoir ce qui se passe sur scène et de pouvoir mettre en route l'imaginaire. Et c'est un pont, c'est aussi un pont qui nous permet de percevoir plein de choses. L'audiodescription en danse, c'est peser, filtrer les mots jusqu'à ce qu'ils soient assez justes pour décrire un mouvement. Maï, moi, ça m'a fait penser vraiment à un tissu, à quelque chose de tissé, à quelque chose de tricoté, à des individualités finalement qui arrivent à quelque chose de collectif. Préambule au spectacle. Musicienne, auteure, chorégraphe, Dorothée Muñaneza développe une œuvre ardente. Sur la scène contemporaine internationale depuis le début des années 2000, au sein de plusieurs projets musicaux et chorégraphiques. Elle part du réel pour saisir la mémoire et le corps, individuel et collectif, pour prendre la parole et porter la voix de ce comté, pour interroger le génocide Tutsi, la violence faite aux femmes, les inégalités raciales, pour faire entendre les silences et voir les cicatrices de l'histoire. Avec Maï, créée en 2020, sa voix porte d'autres témoignages.
Elles sont 6 artistes noires, africaines ou afrodescendantes, sur scène à tisser leur parcours intime, à raconter leur histoire. Spectacle choral, Maï n'est pas un spectacle doux mais engagé, un manifeste traversé par la rage, la beauté et la liberté. Le décor est simple, 3 micros sur pied entourent la scène, des vêtements sont suspendus à des filins et flottent dans le fond à droite, comme des présences. Peut-être celles de femmes témoins de cette histoire, celles qui les ont précédées, les futures, les absentes. À gauche, un rectangle de bois d'environ 4 mètres de long, 2 mètres de large est posé sur le sol. C'est un plancher sonorisé par des micros. Un espace dans l'espace où l'on peut convoquer la mémoire, exprimer son histoire, faire résonner ses pas. Avant le spectacle, merci d'éteindre vos téléphones portables. Il est interdit de filmer et de prendre des photos avec ou sans flash. Bonne représentation. Cette représentation est proposée avec audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes. La lumière baisse dans la salle, noire. Un cercle de lumière s'ouvre et dévoile progressivement des vêtements suspendus à des filins à droite. Présence ou absence, peut-être des vies suspendues. Une silhouette se distingue à peine au centre de la scène. C'est une femme dans une grande tunique portant le voile. À droite, une autre femme, habillée d'un long manteau bleu, s'avance à pas lents. Elle aussi tient une cloche dans la main. Les 2 femmes se croisent, d'autres les rejoignent. La lumière progressivement se répand sur le sol de droite à gauche, comme une vague très lente. Dans leurs mains, des cloches de tailles différentes, suspendues à des lanières de cuir rigides. Dans la pénombre, elles se déplacent. Elles sont 5, balancent le bras d'avant en arrière, marquent des temps d'arrêt, changent de direction. Grand cercle du bras, un balancement ou juste un frémissement dans le poignet. La terre, le sol fertilisé par les sons se colore peu à peu. La lumière rebondit sur leurs costumes, créant des reliefs en bosse ou en creux, révélant la matière bleue qui sculpte leur corps. Chacune joue avec la cloche d'une manière singulière, un bras dressé au-dessus de la tête ou à côté de l'oreille, le dos cambré ou le buste ployé en avant. L'une d'elles fait balancer la cloche entre ses jambes et percute le talon de sa chaussure. Une autre, accroupie, dans le fond, s'avance, le bras tendu devant elle, comme si elle tenait une lanterne. Agiter vivement la cloche devant la poitrine, la faire rebondir sur le sol, la poser sur la tête, la regarder se balancer. Des souvenirs, des images remontent à la surface, peut-être une célébration, un rituel. Je l'ai entendu, mais j'ai pas vu de rituel. Et puis après, je me dis, mais au fond, pourquoi on a besoin de toujours identifier ? Alors après, en plus, il y a cette même diversité dans l'audiodescription du mouvement que font les danseuses avec, au-dessus, en dessous, on les baisse, on les relève, voilà. Les cloches, elles se répondent l'une à l'autre, quoi. C'est un peu comme un dialogue entre les cloches, quoi. C'est comme ça que sur le théâtre, c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Il y a des cloches qui sont de différentes tailles, donc qui n'ont pas le même timbre. Et puis il y a aussi une espèce de profusion. C'est-à-dire qu'au début, c'est très progressif. Il y a un son, 2 sons, 3 sons. Puis après, on ne les compte même plus. C'est une multitude, en fait. Mais ça reste extrêmement fin, extrêmement détaillé, extrêmement
dentelé un peu. Je dirais que les petites clochettes, elles m'évoquent un peu de la dentelle sonore, qui rejoindrait un peu cette idée de maille aussi, pour le titre du spectacle. Je l'ai juste ressenti comme un moyen d'ouvrir mes oreilles et de relâcher l'activité visuelle un moment. Et ce qui est intéressant avec les cloches, c'est ce tintement qui offre un espace de résonance et qui, pour moi, ouvre du coup un espace de disponibilité en fait, à pouvoir entendre et voir des choses. Et c'est comme quelque chose qui marque le début et on va aussi le retrouver à la fin. C'est comme entrer dans un espace et en sortir. Donc c'est un moyen sonore, là, auditif, pour entrer dans la pièce. Donc ça prépare. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui prépare la réception de la performance. Moi, quand j'entends toutes ces cloches, j'essaie de chercher un peu ce que ça peut évoquer, vouloir dire. Et je remarque plutôt toujours des différences. Il y a des tintements très, très faibles, des tintements beaucoup plus importants, qui se succèdent ou qui se rassemblent. Il y avait aussi la vitesse à laquelle les cloches étaient sonnées. En fait, voilà, c'est comme si j'avais fait une collecte de sons. La petite clochette, qui a un son un peu aigu, presque pour moi strident, assez désagréable, me fait penser à ces grandes maisons où ces propriétaires appelaient leurs serviteurs. Voilà, cette connotation d'esclavage ou de mettre au service de domination. C'est frémissant. On avait l'impression que les petites cloches étaient plus nombreuses c'était plus tout le même rythme. J'ai l'impression que les danseuses bougeaient beaucoup plus. Yinka, habillée d'une combinaison noire légèrement transparente, les cheveux longs avec des dreadlocks, est accroupie juste devant. Elle se redresse, de longs voiles scintillants cousus dans son dos descendent le long de ses bras et de ses jambes. Elle porte des chaussures en cuir marron, à talons, fines lanières sur le dessus du pied. Elle soulève les bras, monte un genou, moment de suspension. Les trucs qu'on entend très tout. On dirait au début presque un train, après non, c'est des... oui, moi c'était plutôt un roulement, voilà. Un roulement, comme un roulement de camion, je ne sais pas, comme un moteur, voilà. Et voilà, ça m'a fait penser au voyage. Oui. La bande son, là, justement, elle est très industrielle. Donc, soit ça peut évoquer deux choses. Bon, évidemment, le Rwanda, on sait ce qui s'est passé. Donc, ça peut évoquer la guerre. Ça peut évoquer des mouvements de chars, des bombardements, des choses comme ça. Mais moi, je penserais plutôt aussi à des forages. On sait comment on maltraite le sol africain pour trouver du pétrole, des mines d'or, de l'uranium, de tout pour la société occidentale. L'univers sonore me fait penser au début à du tonnerre, mais très rapidement, cela m'a évoqué l'image d'un bombardement. J'ai même entendu comme un hélicoptère, comme un avion, comme des tirs d'armes à feu répétés. Et là, ça a été très clair dans mon esprit. Une danse qui peut-être sonne des alarmes, qui dit attention, il se passe des choses, écoutez, faites attention, préservez-vous, il y a des choses qui se passent. Il y a ce côté un peu d'alerte, de vigie,
en fait. C'est un peu comme ça que je l'interprète, cette danseuse avec ses talons qui frappent, qui assènent. Je trouve qu'elle a une posture un peu de vigie. Et puis, ce bruit de fond qui est un bruit... est-ce que c'est quelque chose qui va envelopper tout recouvrir, ou est-ce que justement le fait qu'il y ait ces frappements de talons, ça nous dit attention, il y a des choses qui se passent, réagissez. Je sais pas. Dans cette description des danses, j'imagine bien les mouvements que fait cette danseuse, tantôt tendus, tantôt plus souples. Et alors, la description est très longue et fait de nombreux mouvements, mais j'imagine bien. Quand je vois la danseuse de flamenco investir ce plancher sonore, pour moi, ce qui est important, ça va être de pouvoir trouver les espaces dans lesquels je vais pouvoir parler, d'écrire, sans interférer avec la musicalité de sa danse qui du coup est sonore, puisque c'est pas retentisse. Donc on entend ses frappes de pied, on entend les glisser aussi de la pointe de son pied sur le sol, si vraiment on tend l'oreille. On observe aussi à quel moment ces pas sont silencieux. Et alors c'est des moments où c'est important de dire qu'elle marche alors qu'on ne l'entend pas. Donc ça veut dire qu'elle a une autre manière d'appuyer le pied au sol. Comme par exemple à un moment donné elle glisse, donc elle décolle pas le pied du sol mais elle glisse talon, pointe et progressivement son pied s'écarte sur le côté. Et du coup voilà, c'était important de le décrire parce qu'on l'entend pas forcément. Et après ce que je me dis aussi, c'est que ce qui est important dans ce passage, c'est la tenue, c'est la fermeté, c'est la précision avec lesquelles les mouvements sont donnés à voir. Et après, si le bas du corps est très sonore, ce qui se passe en haut, la fluidité dans les poignets, le creux dans les coudes, le travail délicat avec les doigts dans les mains, les positionnements de la tête, toutes ces choses-là sont des choses du coup qui vont venir enrichir la description et pouvoir donner à cette danse sonore une autre dimension. Watima mandare nyirama mandarara he he waye dore ngewe ndarari Rwanda. Watima mandare nyirama mandarara he he waye dore ngewe ndarari Il y a un côté répétitif. Il y a au moins une des deux voix qui est un peu dans le grave. Moi je verrais ça plutôt de la plainte quand même, peut-être quand même plutôt dans ce registre-là. Mais c'est pas dramatique non plus. Pourquoi au milieu du bombardement on entend les chants de ces femmes bon, je pense que c'est des chants de détresse, mais ça ressort pas tant que ça. Ou alors de résistance, peut-être. Elles sont en train de piler le mil et puis elles sont ensemble et elles dansent. Je l'ai senti comme ça. Les femmes au travail, dans une version très traditionnelle, en train de travailler, en train de s'encourager en chantant. Mais ces deux voix ensemble, là, c'était joli. J'ai écouté la langue aussi. Bon, après, je connais pas. Hein. Mais j'aime bien écouter les langues différentes. Je pense notamment à les frappes des pieds au sol, après certains moments de silence, amènent vraiment une tonalité. Et je crois que ça fait partie des choses, une des choses que j'aime le plus en fait dans l'art, c'est quand vraiment on sent que ouais, c'est tribal quoi. Et après, ça commence à s'accélérer, ça nous embarque, et ça commence à tisser petit à petit
un fil et une histoire. Ça nous emmène dans une sorte de danse où on tourne sur soi-même. Et donc il y a toutes ces cloches qui ont ouvert l'espace sonore. Et elle commence par donner une rythmique très forte au spectacle. Et à un moment donné, il y a Dorothée et Nido qui viennent chanter dans leur langue aussi. Et donc ça vient adoucir ces frappes très rythmiques. Ça vient donner de la mélodie, comme de la texture du corps aussi. Et donc on sent que la pièce commence à se tisser à partir de là, à partir du rythme et de ses voix. Et donc Yinka, c'était important qu'on la décrive, comment elle est habillée, comment sont ses cheveux, en dreadlocks très longs, la couleur de sa peau noire, parce que forcément quand on pense à la danseuse de flamenco, c'est pas du tout le type de la danseuse qu'on imagine. Et donc c'est important aussi de voir la description physique de la danseuse et de la danse qu'elle incarne. Et d'ailleurs c'est la seule qui a des chaussures. Toutes les autres interprètes sont pieds nus. Elle va porter les chaussures du début jusqu'à la fin, pas simplement pour les passages de flamenco. Elle les quitte pas, donc ça fait vraiment partie de son identité. Son buste recule, elle se cambre, déploie les bras en arrière au-dessus de la tête. Son corps se tend comme un arc. Elle redresse le buste, marche, se baisse dans le coin avant gauche, saisit la cloche au sol. Lorsque on me dit qu'elle est cambrée, je le ressens dans mon corps avant d'avoir la représentation mentale et avoir une image de cette personne qui se cambre. Je vais tout de suite en fait être dans des perceptions corporelles, même si elles sont imaginées. Moi je vais imaginer le vivre et c'est comme ça que je ressens vraiment ce qui se passe et c'est ça qui m'amène à l'émotion. C'est comme si je me voyais danser les mouvements qui sont décrits. Donc dès qu'on va avoir une description de mouvements précis, ça me transporte. À chaque fois aussi qu'il y a aussi des éléments d'intention, d'émotion qui sont transmis. Et moi, ça m'est arrivé de voir des... Oui, je dis bien de voir des spectacles de danse et d'être essoufflée. Parce que je le vis. Dans l'imaginaire, hein, toujours, évidemment, je ne veux pas me lever pour danser. Hein. Mais d'être essoufflée à la fin. Ça m'emmène dans une certaine intériorité. Il y avait cette histoire d'être arqué, les bras au-dessus du vide. Donc tout de suite, voilà, moi je ressens ce que... Même si je ne le fais pas, je vais ressentir l'étirement de la partie avant de mon corps. Je vais sentir un peu l'étirement dans mes épaules. Sentir un peu le mouvement de déséquilibre qu'on peut ressentir si on va un peu trop loin en arrière. Voilà, ce type de description m'amène à une certaine sensorialité et un certain ressenti corporel en fait. Grand cercle du bras. Elle pose la cloche au sol, la lumière baisse, elle sort et disparaît dans la pénombre. Asma entre et s'avance vers le micro. I made my arms 2 date palms. I was not native, which was everything. I was lost in the loam. I couldn't pronounce my name. I kept choking ululations. I kept calling my dead. I swallowed things. Glass, plastic. One time, a rusted key, because it was needless. I folded my body. It became groundwater, but nothing drank from me. Les moments où j'ai apprécié vraiment le plus, c'était les voix, beaucoup les voix, Dorothée, son chant, la voix d'Asma, la voix de toutes ces femmes que je trouvais vraiment des voix très puissantes, très fortes, très déterminées. Black, fossil. The world ended 100 times, and the people wouldn't stay. Je ressens ce chant de façon assez forte, hein. C'est assez prégnant, c'est assez poignant. C'est un message important, je pense, qu'elle porte au nom de toutes les autres femmes, et pas seulement en son nom.
ndashakisha amaboko yanterura, which is always something else's death. ndashakisha amaboko yanterura. To make Il y a un ourselves dialogue entre deux personnes. Il y a une souffrance que je ressens en tout cas, et c'est assez prenant, quoi. C'est une belle expression. there is enough room for everyone. Elle a une belle voix un peu grave, c'est beau. Look at all the diamonds. Plutôt un message d'espoir et de dire nous résistons umubabaro wanjye et wananiwe, nous continuons à vivre coûte que coûte. imbavu zanjye zafatanye, En fait, la résistance, urutirigongo narwo c'est plus de la résistance que de la résilience. amatako yanjye yababutse n'umutwe wanjye wandemereye, ndashakisha amaboko yanterura, ndashakisha amaboko yanterura, ndashakisha amaboko, ndashakisha. C'est assez répétitif, sur des tons un peu différents, plus fort, moins fort, et ces choses répétitives. Ça m'a fait un peu penser à une prière, un appel à une prière. Noir. À gauche, deux silhouettes côte à côte, habillées d'un bleu différent, ondulent et traversent à l'unisson le rectangle de lumière d'un bord à l'autre. Alors il y a le côté instrument traditionnel, très basique en bois avec des lames de métal. Et puis à côté, il y a le dring d'une sonnette qui pourrait être une sonnette complètement moderne. Donc c'est cette combinaison de hier et aujourd'hui, où ça se rencontre, où ça se parle, où ça communique, où ça échange. Quelque chose qui est un peu répétitif. Il y a un thème qui revient, quoi. Pour moi, ça évoquerait quelque chose d'un peu triste quand même. Et ça me fait penser aux vieilles machines à écrire, lorsqu'on est en train de taper et qu'on arrive au bout du chariot et il fait cling, et on revient en arrière et on continue à taper. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue à l'écoute de ces sons. La petite sonnette là, on dirait un tiroir-caisse. Mais en écoutant bien, ça me faisait penser un petit peu les petites vibrations de l'instrument, là, du bois. Ça me faisait un peu penser aux gouttes de pluie. Des gouttes de pluie qui tombent tout doucement. Touc, 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 touc. C'est plutôt léger. Comme s'il fallait, on intercalait tout le temps des choses plus légères avec des choses moins... Voilà. Donc elles doivent bouger leur corps, bouger leurs pieds, se déhancher, tourner sur elles-mêmes, bouger les bras. Ses mains s'animent, ses bras dessinent des courbes, comme les branches d'un arbre qui se mettrait à danser. I think of the first person who found a date palm, how the water stilled around them. La danse pour moi, c'est c'est difficile de donner une définition, mais la danse pour moi, ça serait peut-être l'art et la possibilité de s'exprimer par le mouvement, par le corps. Après, je pense que ça reste quand même assez creux comme définition, dans le sens où on pourrait dire pareil du cirque ou du théâtre ou
de plein d'art vivant. Mais en tout cas, le corps est vraiment utilisé comme un outil pour se rencontrer avec soi-même et aussi une attention à un autre. Et pour moi, c'est aussi beaucoup un moyen de rencontre. Alors, ma définition personnelle de la danse, moi j'associe à danse, en fait, j'associe toujours mouvement du corps. Alors, souplesse ou pas, parce que, en fait, je suis pas très souple. Donc, même en ayant pratiqué 10 ans d'atelier danse, je suis toujours pas souple. Mais il y a quand même du mouvement. Et puis, quelquefois, je dirais mouvement cadré, un peu, parce que j'ai des souvenirs d'ateliers où on avait des consignes au niveau de l'espace, des consignes au niveau du mouvement, donc ça pouvait être cadré, mais ça pouvait aussi être très libre. Et moi, dans la danse, je sens plus de liberté que de choses bien élaborées, quoi. Et la danse, je l'associe ça à la fête aussi. C'est-à-dire qu'on fait une fête, on danse. Donc c'est en même temps de la liberté, en même temps de la joie, c'est tout ça, quoi. Et du mouvement. La danse, c'est vraiment quelque chose qui vibre à l'intérieur, qui traverse les corps dans un espace et qui libère une énergie. Ses bras sculptent des formes autour d'elle avec puissance et délicatesse. Elle pivote sur elle-même, à la fois ancrée, enracinée, elle semble flotter avec le haut du corps. Je viens de loin. Je suis arrivée très jeune, mais me voilà adulte et je viens pour vous remercier. Frappons les mains, dansons, célébrons. Je viens de loin, toi aussi tu viens de loin. Jusqu'à présent, tu portes en toi ce pays tant convoité, tant spolié, mais ne pleure plus maintenant. Ça fait écho parce que j'imagine venir de loin. Moi, ça me fait penser à tous ces gens qui émigrent, quoi, et qui viennent de loin, justement, et que ça va pas être simple. Le fait de revenir de loin, d'aller loin, enfin en termes de trajet, en fait, le chemin qu'on peut faire, chacun, chacune, et que des fois, justement, que ce soit finalement en lien avec nos origines, nos nationalités, nos cultures, ou simplement, en fait, finalement, nos trajectoires de vie, en fait, c'est de venir de loin ou le trajet intérieur. Moi, c'est plutôt par rapport à ça que ça fait écho, et après que ce soit pour des questions entre guillemets objectivables ou non, en tout cas, on vit tous des chemins qui peuvent être plus ou moins accidentés et avec des grands bouleversements. Lorsqu'elle dit « je viens de loin », je pense qu'elle est déracinée justement parce que ses ancêtres sont loin. Alors, je viens de loin, la distance peut être aussi dans le temps. Là où l'Afrique était peut-être moins opprimée. Dans les temps très très anciens, où l'Afrique n'avait pas encore été colonisée. Moi, je l'ai perçue un peu cette scène comme un peu une lutte
un combat et où progressivement, en plus, il y a toutes ces tombées au sol et ces tentatives pour se relever. Et en même temps, on sent que c'est dans l'effort et ces tentatives d'aller vers un ailleurs. Donc on sent que c'est quelque chose qui met à l'épreuve dans tous les cas. Yinka apparaît à droite au micro dans un cercle de lumière. Elle est habillée d'une longue robe fluide orange. I am woven from uncertain thread. Sometimes I don't know where it pulls together, but it has made the fabric, across oceans and languages. I envy people who feel they belong to a particular soil. I feel orphaned in terms of place. I belong to the house I grew up in, the houses we inhabited. But always as islands. So I sail, I ride. Donc je vogue, je navigue, je suis sur l'eau. J'apprends à m'enraciner, mais je n'ai pas encore trouvé de sol. Comment fait-on pousser des racines sur l'eau ? Comment fait-on pousser des racines sur l'eau ? Moi, ça m'a un peu percuté cette phrase. Mais ça ramène toujours aux fragilités de nos histoires, c'est-à-dire comment on peut trouver une certaine stabilité et un certain ancrage dans la vie quand justement on part avec une certaine instabilité où on peut se sentir déchiré entre plusieurs origines ou entre plusieurs manières d'être finalement. Enfin, on peut en faire la métaphore qu'on veut. Moi, ça m'a touchée. Je suis française, de parents français, de grands-parents français. Donc, je ne suis pas déracinée, si ce n'est que pendant 2 ans de ma vie, parce que mon père était malade et que j'étais une enfant très turbulente, j'ai été vivre chez mes grands-parents. Donc, pendant 2 ans de ma vie, j'ai vécu séparée de ma sœur aînée. Et quand je suis revenue, eh bien, on m'a annoncé l'arrivée d'un petit bébé qui allait venir. Donc ça a été assez compliqué pour moi de retisser les mailles d'une relation proche à reconstruire. Et ce qui était compliqué aussi, c'est que je suis la seule de mes 2 sœurs à être aveugle. Mes 2 sœurs voient tout à fait bien. Donc là aussi, c'était quelque chose, j'étais un peu l'alien de la famille. Voilà. J'ai quand même, oui, enfin, c'est vrai que je sais où sont mes racines, mais j'ai quand même quitté ma famille à 7 ans pour aller en internat, en scolarité, dans une autre ville. Je suis venue à Paris et ma famille était d'Amiens, dans la Somme. Donc oui, j'ai dû être un peu déracinée, sans même trop m'en rendre compte d'ailleurs. Maintenant que j'ai jamais réfléchi à ça. Bon, après, j'ai vraiment quitté mes racines puisque je suis restée à Paris, donc je ne suis pas du tout retournée dans ma famille, mais bon, je sais qu'elles sont là, quoi. Je sais où les retrouver, en fait. La différence, elle est là. Let me alliterate the countries I have lived in. England, Nicaragua, Guadeloupe, Cuba, Spain. Laissez-moi vous faire la liste des pays où j'ai vécu. L'Angleterre, le Nicaragua, la Guadeloupe, Cuba, l'Espagne. Je suis partagée en 5. Chaque tranche est une vérité différente. Je pense qu'on s'enracine là où on a vécu longtemps, ou là où on a été marqué. Moi, personnellement, je suis née en région parisienne et j'ai toujours vécu en région parisienne, mais j'ai des attaches dans d'autres régions de France. C'est vrai que les Charentes-Maritimes et la Bretagne, pour moi, ce sont mes racines. Peut-être plus que la région parisienne, parce que on ressent peut-être plus d'émotions là-bas qu'ici. Je travaille si dur à m'attacher au sol, mais il bouge en permanence. J'ai donc appris à me tenir droite et grande malgré les va-et-vient. On n'a pas du tout d'ascendance africaine. C'est sentimental. On s'est attaché, on est allé 10 fois au Sénégal. Mais bon, je me souviens être allé à l'île de Gorée et avoir écouté l'histoire de ces personnes qu'on embarquait pour les Amériques ou l'Europe. Et c'est poignant, ces récits. Hein. Nous sommes une famille mangrove. Je devais le comprendre. Nous avons une autre fonction que celle des êtres enracinés. Nous nous tenons sur les rives et nous adoucissons les coups, parce que nous avons appris à nous tenir droits et grands, malgré les sols mouvants.
Le texte traduit quand elle parlait des racines. Et là, j'avoue, j'ai eu de l'émotion, j'en ai encore. J'ai beaucoup aimé ces passages de racines, la racine sur l'eau, la racine dans tout le sens du terme. C'est cette force des racines et en même temps cette eau qui est en mouvement. Et moi, pour moi, ça évoquait l'adaptation au changement, d'être toujours en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, c'est puissant, c'est des racines qui peuvent pousser partout. Qu'est-ce que je peux te dire sur mes racines ? Je suis d'origine marocaine, je suis venue en France, j'avais 8 ans et demi. Au-delà de la mangrove, je n'appartenais à rien. Cela m'a passé. Aujourd'hui, je veux sentir mon poids sur le sol. Je me suis un peu identifiée à elle, en fait, quelque part. Il y avait une espèce de rituel aux ancêtres. Et j'avoue, c'était aussi assez puissant, ces ancêtres. Remercier, de la gratitude envers eux. Revenir aux sources, à ses racines, et se dire d'où je viens, où je vais et qui suis-je. C'est tout ça, oui, voilà, qui m'a émue, moi. Je trouvais ça à la fois poétique, philosophique. Tendre les bras vers, relâcher le dos en avant, rebondir, se redresser, ouvrir le buste, se ressaisir et recommencer. Encore les mêmes mouvements. Les 4 femmes en décalé comme dans une polyphonie étirent un mouvement, accélèrent un autre, suspendent leurs gestes. C'est une musique qui est entraînante, mais quand même, il y a quelque chose de triste. Ce sax, il est pas très joyeux. Et puis, oui, il y a ce côté répétitif qui donne un peu de gravité au moment, quoi. Les femmes en présence continuent d'explorer la même séquence de mouvements, en insérant toutes les possibilités de variation. Elles tissent avec leurs gestes, avec leur richesse, une trame invisible, presque tangible. J'ai ressenti de la liberté de chacune à certains moments, c'est-à-dire qu'il y avait une base élaborée, bien sûr, mais chacune était un peu libre aussi de ses mouvements. Elsa, Ife et Dorothée Yinka habitent leur danse avec force et simplicité. Elles ne se laissent jamais saisir par la forme. La répétition est toujours sensiblement différente. I am of the mangrove people. C'est de la musique de jazz, mais expérimentale. Il doit y avoir un trombone, un saxophone. C'est pas vraiment complètement dissonant, mais c'est quand même une expression de liberté musicale. On n'est pas dans une gamme, on est dans de l'improvisation aussi. Donc ça rejoint cette possibilité d'évoluer avec des mouvements. On s'avance, on se recule, on fait des rebonds, on descend, on baisse la tête, on remonte, on ouvre le bras vers l'extérieur, on tourne la tête. Donc toute cette grammaire, en fait, toute cette gestuelle identifiée, on se l'approprie et en fonction de cette musique qui est très libre, on va évoluer selon ses désirs et selon ce qu'on ressent en fait à ce moment-là. Là, c'est peut-être justement une définition de la danse où on apprend nos mouvements et puis ensuite il y a la musique qui arrive et en fait ces mouvements, on les fait comme on a envie. La danse, pour moi, ce que ça évoque, c'est une sensation de liberté, de légèreté, un corps en mouvement qui s'exprime, qui s'affirme, qui avance. C'est tout finalement ce qu'il y avait dans cette pièce. Nido entre à droite, au fond dans la pénombre. On dirait une petite flamme qui danse. Elle donne le rythme, marque la pulsation avec les pieds et fait rebondir ses mains sur l'air devant elle avec vivacité. Il y a un côté répétitif. Il y a quelque chose d'un peu grave quand même, tel que je le ressens. Et en même temps, il est peut-être contrebalancé par des paroles, peut-être, que la pluie est venue. Asma entre à droite et s'avance vers le micro. The rain came because we had wanted it, and it listened. The rain came because we had wanted it, and it listened. Angel told me my name was beautiful.
Les danseuses se connectent entre elles, créent des unissons. Grand cercle du bras droit, grand cercle du bras gauche, ouverture et fermeture du buste, expansion détente. Elles dansent librement, se déplacent. Ensemble, elles relâchent les poignets, secouent les mains, circulent entre elles. Des sourires illuminent leur visage. La joie se déploie dans leurs mouvements. Elles se croisent, s'attirent, se repoussent, secouent les épaules, s'écartent, ouvrent grand les bras comme une invitation. Elles se rassemblent, forment un petit cercle au centre. Rebond, rebond, sauter sur les pieds, à droite, à gauche, petit coup de bassin sur le côté, accent, se déhancher, jouer des coudes, lever les bras. Elles continuent de rebondir. Progressivement, elles s'écartent. Le moment où elles étaient en cercle, elles se donnaient la main, je crois. Là, c'était assez puissant, je le sentais bien. Voilà, je sentais qu'il y avait une unité, une union, une force dégagée par ces femmes, par ces mains, ce cercle. Voilà. Déplacements vifs et fluides sur scène comme des rivières, toujours reliées entre elles, elles se régénèrent. Pour moi, la danse, quand je le fais à titre personnel, dans des soirées, etc., c'est un moment d'exultation, de mise en fusion avec des musiques que j'aime beaucoup, qui me rappellent ma jeunesse, voilà, des choses comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, je voyais un peu comme des sortes de flammes orange et bleues qui se traversaient, et notamment quand les mouvements commençaient à s'accélérer et qu'il y ait finalement beaucoup plus de déplacements dans l'espace. Moi, ce que j'adore, c'est que même si je vois vraiment pas bien, pour autant, comme je vois super bien les couleurs et les contrastes de couleurs, des fois je vois juste les mains ou les visages. Et je voyais en tout cas de l'orange, du bleu et qui se baladaient, et je l'imagine un peu comme des sortes de quilles qu'on envoie en l'air et un peu comme une sorte de jonglage. Du coup, ces couleurs-là nous embarquaient dans une sorte de tourbillon et c'était super beau en fait. C'était vraiment beau. Pour moi, ça raconte l'histoire de 6 femmes qui ont eu des trajectoires douloureuses. Et cette douleur de déracinement, de déplacement, elles essaient malgré tout de se relier les unes aux autres pour reformer une communauté de femmes. Et donc, en fait, l'œuvre est là pour les envelopper, pour les rassembler. Après, ça reste une œuvre quand même très abstraite. La sororité, on en a parlé à un moment donné dans la pièce, la force des femmes, ces femmes puissantes, moi j'ai une impression de puissance, d'optimisme, ces femmes qui avancent, je trouve ça génial, qui donnent confiance et qui s'adaptent, et ça donne un espoir pour l'Afrique. Pour moi c'était formidable. Et pour l'humanité entière, d'ailleurs, pas que pour l'Afrique. Bon, il se trouve qu'elles sont africaines et c'est magnifique. 6 femmes africaines, afrodescendantes, et moi c'est aussi des cultures qui me parlent et me touchent. J'aime bien aussi explorer, et aussi je sentais que ça allait être viscéral, que ça serait plein de force et aussi de fragilité peut-être. Qu'il y avait des coups d'accélération dans le rythme et que ça m'embarquait, et effectivement ça me percutait de différentes manières. Ça m'a happée, ça m'a émue. Pour moi, Maï, c'est comment tisser ensemble des histoires et de les faire exister en même temps, à un moment donné, sur une scène. Et c'est des histoires très personnelles de femmes africaines ou afrodescendantes qui sont issues de la diaspora, donc ils sont éclatées. De manière générale,
Je dirais que c'est une cérémonie, donc il y a une entrée avec les cloches et une sortie avec les cloches. Et quand on est convié à cette performance, on va aussi rester un peu dans la pénombre. Les choses sont assez sombres. Et au niveau des costumes, on va aller du bleu vers l'orange. Donc 2 couleurs très vives qui se détachent de l'obscurité et qui vont vraiment dessiner des parcours, dessiner des corps, dessiner des énergies. Et ce spectacle se finit par quelque chose de très intime. Ife apparaît. Elle porte sur son vêtement bleu une petite robe blanche sans manches évasée. Elle tient dans ses bras une autre robe blanche similaire à manches longues. Elle penche la tête au-dessus de la robe comme on se penche au-dessus de l'eau pour apercevoir son reflet. Elle se redresse et le dos droit, elle s'incline en arrière jusqu'à flotter au-dessus du sol. Les 2 robes blanches apparaissent exposées en miroir l'une de l'autre. Ça vole, je me suis dit peut-être que c'est un peu comme une âme, quoi. Pour moi, c'était aussi une autre cérémonie, mais pas plus de l'ordre de la cérémonie chamanique, et plus un rendez-vous avec soi-même. Et après, il y avait une sorte de violence quelque part, notamment quand elle se débat avec elle-même, quand elle a les 4 fers en l'air. Et voilà, on revient à un ennemi invisible, ou en tout cas quelque chose qui va à ce moment-là être éprouvant. Et j'ai vécu de manière assez intense parce que justement, c'était très palpable le débat qu'elle pouvait incarner. Cette couleur blanche, alors pour nous, elle évoque un peu la pureté. Maintenant, je ne sais pas si elle évoque ça pour tout le monde. Je me suis dit, on dirait un rite un peu... En même temps, il n'y a pas de couleur. Enfin, je veux dire, c'est pas une couleur vraiment. Comme s'il y avait une disparition de couleurs. Moi, j'ai imaginé que ça pouvait être un bébé, comme un bébé qu'elle portait, qu'elle berçait, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de... Comment dirais-je? Comme s'il fallait prendre soin d'eux. Elle s'arrête, lâche la robe sur le sol. Elle s'écarte, retire sa robe blanche et disparaît dans l'obscurité. Après, le fait qu'elle enlève la sienne, qu'elle la pose dessus, je me suis dit, est-ce que c'est pour couvrir? Ou alors, est-ce que c'est la... Oui, je sais pas. Une histoire de dépouillement ou de... Ça m'a laissé un peu songeuse, cette fin, en fait. Ça se termine en étrangeté, quand même. C'est une fin ouverte à l'interrogation, quoi. Comment dire, donc où elle valse, elle danse avec cette robe. Alors ça pourrait être une autre femme perdue, une autre femme à rencontrer. Ça pouvait être aussi une femme morte, puisqu'à un moment donné, elle pose la robe. Donc il y avait aussi cette évocation de la mort. Pour moi, ça m'a évoqué vraiment quelque chose de l'enfance et quelque chose du viol. Alors, je savais que je ne pouvais pas dire viol ou je ne pouvais pas rentrer dans cette interprétation-là, puisque c'était mon ressenti. Parce qu'il y a un corps qui se débat, parce qu'il y a cette petite robe blanche. Et donc ça résonnait pour moi vraiment de cet ordre-là, peut-être d'un traumatisme, peut-être quelque chose qui est arrivé à une petite fille. Et donc il y avait cet adulte qui prenait soin de cette petite fille. Donc ça, c'était sur la vidéo. Et quand j'ai vu le spectacle pendant ma répétition, ah bah là, j'ai pas du tout vu la même chose. Mais alors pas du tout. Pour moi, on était vraiment à la surface de l'eau. En effet, une petite robe blanche qui flotte. Quelqu'un qui essaye de la sauver. Et donc du coup, je me suis dit, oh, mais comment ça peut être si différent? Comment
ma réception peut être si différente, alors que c'est sensiblement la même chose qui se passe au plateau. Du coup, là, j'ai vraiment remis en question mon regard et pas essayé d'interpréter les choses. J'utilise les mots comme flotter, j'utilise les mots comme à la surface. On retrouve le même vocabulaire, mais il peut basculer dans différentes interprétations. Mais j'ai essayé de le laisser, on va dire, flottant, pas défini. Quand je dis flottant, c'est pas forcément l'eau, hein, c'est juste que ça reste un objet qui n'est pas saisissable. La lumière baisse tout autour. Seules les 2 robes blanches reposent sur le sol. Elles s'effacent lentement. Noir. Maï. Chorégraphie et conception, Dorothée Mounianeza. Collaboration artistique, scénographie, suspension, Stéphanie Couder. Conseil scénographique, Vincent Gadras. Musique, Alain Mahé, Ben Lamarguet, Dorothée Mounianeza. Création sonore, Alain Mahé. Création lumière, Christian Dubé. 6 femmes en scène, Yves Edey, Yinka Essi Graves, Asma Jama, Elsa Mulder, Nido Uwera, Dorothée Mounianeza. Audio-description Julie Compon pour l'association Axiculture. C'était extrêmement dense, donc je pense que je me suis un peu focalisée sur ma tête et j'ai oublié mon corps quelque part, pour n'être que dans ce qui se racontait sur scène. Quand je dois audio-décrire un spectacle, au départ, j'ai une volonté d'être assez objective, assez neutre, de regarder une vidéo assez froidement pour voir comment les choses s'agencent, qu'est-ce qu'il va falloir décrire. Mais je me rends compte que dès que je commence à vouloir mettre des mots, il va falloir que je me l'approprie. Et donc ça me demande de rentrer dans un processus de création que je n'ai pas vécu et de pouvoir vraiment faire ressortir la structure interne, pas forcément visible. Et donc ça me demande d'aller vraiment en profondeur, pas juste à la surface, de qu'est-ce qu'on voit à la surface, pour pouvoir trouver les mots justes. Après, par ailleurs, c'est vrai que c'est en tant que danseuse que j'ai commencé à audio-décrire, donc la première chose que je souhaitais, c'est pas d'écrire des formes, mais plutôt aller dans le domaine de la sensation. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait un arche, le poids de la tête en arrière qui vient vraiment ouvrir, exposer la poitrine. Donc c'était donner comme ça des éléments du corps dansant parce que je le vis, parce que je le connais bien. Et donc c'était faire partager aussi ça. La description des mouvements est tellement claire que j'ai l'image dans mon esprit parce que j'ai des souvenirs visuels assez nets. Et je pense que cela m'aide. Si j'étais une non-voyante de naissance, ce serait beaucoup plus difficile. Mes premières audiodescriptions étaient vraiment basées sur mes sensations de danseuse. Donc je décrivais ce que je voyais en m'appuyant sur mon corps, sur ce que je ressens quand je fais tel mouvement. Maintenant, je me rends compte qu'avec l'expérience acquise, 3 années de travail, à essayer de décrire la danse, qui est quand même un enjeu, un défi à chaque fois. Alors là, du coup, c'est vraiment réfléchir à faire comme ça ressortir la structure interne de la pièce. Du coup, c'est une démarche plus globale, moins centrée sur le corps en mouvement. Il suffit pas de voir en fait, c'est aussi des sentiments, des sensations, des ressentis. Et on a chacun un ressenti différent. Mais là, le fait que l'audiodescriptrice me donne des métaphores, ça m'oriente quand même et ça m'aide à mieux comprendre. Et puis, je pense que ça aide aussi la réception pour les aveugles, les personnes malvoyantes, de passer comme ça d'une description d'un mouvement à quelque chose de plus global. Ça permet aussi d'être actif en tant que spectateur. Parce qu'en plus, moi, j'ai une voix douce, donc je pourrais très facilement endormir le spectateur pendant la représentation. Et c'est pas le but. Donc c'est comment le surprendre aussi à certains moments pour réveiller son attention.
Après, je sais que c'est énormément d'informations pour les personnes malvoyantes et aveugles. Au niveau sonore, elles doivent traquer chaque piste, ce qui se passe en scène, ce qui se passe dans le casque, les différentes voix parfois qu'il y a au casque, pour pouvoir différencier si c'est de la description ou si c'est de la traduction, si c'est du sous-titrage. Donc ça fait énormément d'informations comme ça à articuler ensemble. On ne peut pas tout suivre en même temps. Donc on essaye de se concentrer. Moi, je me concentre beaucoup sur les mouvements. Et du coup, le reste m'échappe un petit peu. Mais en même temps, j'écoutais la traduction qui nous était lue dans le casque. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là sur scène? J'étais trop un peu dispersée finalement. Mais ça, avec un spectacle comme ça, je pense que c'est inévitable. Moi, je me sens vraiment comme un passeur, dans le sens qu'il y a l'œuvre, il y a la pièce, et il y a le public, le spectateur. Et donc, comme il n'y a pas les yeux pour voir ce qui se passe en scène, moi, j'utilise mes yeux et je les traduis en mots pour que... Voilà, mais donc c'est vraiment un rôle de passeur et pas de créateur. Et du coup, c'est vraiment un travail de comment on se place quand on regarde. C'est quand même un travail très, très complexe, très pointu, de façon à faire que les mots choisis fassent image. Et puis pour moi, les mots ne sont pas dangereux, mais ils définissent beaucoup c'est pas qu'ils objectivent, mais ils donnent une certaine réalité que le mouvement ou le corps dansant est plutôt à la recherche de cette liberté. Donc du coup, c'est comment jouer sur cette fine ligne, traduire du mouvement avec des mots sans que les mots prennent trop d'importance. Donc c'est vrai que la poésie, ou le désir d'être parfois un peu poétique, ça permet de garder cette fragilité-là, cette sincérité aussi là. Après, moi je suis ni romancière, ni poète, pas vraiment littéraire. Donc voilà, c'est vraiment des mots à la base qui sont ressentis dans mon corps. C'était Polyphonie chorégraphique de Maï, rendre visible l'invisible, avec 6 personnes malvoyantes et aveugles qui ont accepté de participer à cette aventure. Elisabeth Girard. Pour moi, l'audiodescription, ça permet à la personne non-voyante de voir avec ses oreilles et de se représenter tout ce qu'elle ne voit pas. Reynald Nicolin, c'est vraiment un moyen pour entrer dans le spectacle avec notre imaginaire à nous aussi, parce que de toute façon, je pense que même quelqu'un qui voit et qui suit un spectacle, il a un imaginaire différent de la personne qui est à côté et qui suit le même spectacle, mais qui va peut-être pas voir les mêmes choses ou donner de l'importance aux mêmes choses. Fatine, Bali, ça permet de se cultiver. C'est un bon moment de partage. Ouais, c'est super. L'audiodescription, merci. Surtout que j'ai vécu les débuts de l'audiodescription, donc c'est assez émouvant. Dominique Biro. J'ai fait beaucoup de musique. J'ai fait 10 ans de variété. Donc des balles du samedi soir. À l'époque, on gagnait de l'argent en faisant ça. Et puis, quand j'ai rencontré ma femme, c'était un mariage. Elle devait me faire des signes peut-être, et puis je répondais pas. Et elle me dit, mais ce mec, j'ai l'impression qu'il s'intéresse à moi quand même, mais quand même il est bizarre. C'est sûr. Else Gillet. À chaque fois que des amis m'ont soufflé à l'oreille pendant des festivals de danse, et c'était pas de l'audiodescription qui avait été écrite en amont, du coup c'était vraiment du one-shot et du live, et ils me disaient un peu ce qu'ils ressentaient, et c'était leur ressenti. Et des fois ils me disaient mais j'espère que ça va, c'est pas trop mal ce que je fais, et je leur disais mais sans toi je percevrais rien ou pas grand-chose. Donc c'est forcément bien, et c'est forcément un cadeau. Et c'est ce qui me permettait que quand on allait tous assister à une performance, que moi je me sente pas à part et exclue de cette expérience. Marie-Pierre Warneau, on a un supplément d'âme en fait, avec l'audiodescription. Avec également Julie Compan, audiodescriptrice en danse de l'association Axe et Culture. Et puis ce désir de transmettre ce qu'on aime.
Voilà. Après, le challenge de mettre des mots sur la danse, pour moi, il est toujours confrontant, mais on continue à chercher. Merci à elle et eux. Merci aussi à la compagnie Kadidi, au Théâtre National de Chaillot, à l'association Accès Culture et au ministère de la Culture. Une composition polyphonique conçue et réalisée par Christiane Dampne.